They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, game shows, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. In order to eliminate this threat and to achieve their objective, the Masons have set about the boldest plan ever devised: the complete control of every aspect of human life, your life. And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. In today's society, people are spending more and more time engaged with modern media. These media play a significant role in providing the basis for determining an individual's view of the world, but the goal is the same: to impose their beliefs, their ideology and their objectives on you in such a way that you begin to think your own. We are being hypnotized by people like this. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. We're being programmed to see the world in a certain way. Well, the reason you're not hear this kind of truth on media in general is because the media is controlled. What it essentially amounts to here is that all the top media officials are members of these clubs, Council on Foreign Relations, Tribal Leadership, Bilderberg, and so on, whose goal is to bring about this new world order. The 12 found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers. There are certain people that do watch like the news, which I think is rubbish as well, because it's just empty. I mean, there's a book called Watching TV News by Neil Postman. Very clearly articulates the fact, this guy's a PhD in communications theory at Columbia University, that you don't learn anything on the news. You in fact are actually dumbed down. Now many people, especially young people, accept unquestioningly the reality by the media. Popular culture, movies, television, music carry messages about how society works and how people should behave. And so entertainment is not value-free. It has ideological content. It presents a worldview that influences the people who watch the programming. Now, there are two primary means by which people are manipulated and controlled. One is very simple, very basic, and that is simply the control of information. Working as an editor, it was easy to see how simple it is to change the meaning of an event or change the meaning of what someone says through editing. And so I was very well aware of how plastic and moldable media reality was. But I didn't fully appreciate the extent to which we are all manipulated and controlled by media, including those people who work in it. Using television as the prime example of how mental programming and mind control works, television is the most powerful weapon of psychological warfare in history. In fact, the ultimate control is to control people without their conscious awareness. Again, television is a prime example.
think back to whenever you have observed young children or older adults sitting, watching television. They have this glassy-eyed, vacant look in their eyes because they are in a trance state, in a hypnotic state of mind. We don't see it consciously, but subconsciously, the repeating visual pattern of the flicker induces the trance state. And that's the basic principle behind hypnotic program, is that you get the subject to focus the attention of the conscious mind on one of the five senses. So in the case of watching television, we're talking about the sense of sight and the flickering image. In the case of sound, any repeating sound pattern will induce the trance state. Now, why this is important is that we are more suggestible to mental programming during this state of mind than at any other time. We're very vulnerable to manipulation at this time because the first order of business for a propagandist or an advertiser is to create the circumstances that will induce a state of mind that is favorable to the reception of their message. And that state of mind is the hypnotic state of mind, making television extremely important in this whole process of creating a unified mindset among the entire population. Francis Lalanne. D'abord sur le mot réalité. Ce qu'on voit à la télévision, que ce soit le journal de 20h ou le Loft, ce n'est pas la réalité. C'est un discours. Non, c'est quelque chose qu'on nous présente comme étant la réalité. Et moi, pour, contre, je trouve que c'est pas intéressant comme débat. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça nous apprend, cette histoire, sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel on vit, sur la société, sur la dictature médiatique, sur tout ça. D'abord, j'aime bien qu'on équilibre les choses. Je dirais la chose, effectivement, qui finalement nous apparaît comme étant un phénomène nuisible, mais qui apparaît à son paroxysme dans la télé-réalité, mais qui apparaît à tous les niveaux et dans toutes les émissions. Et comme vous le disiez, de plus en plus, les codes de la télé-réalité, on les voit partout, puisque maintenant, on nous passe des émissions, on nous montre une image, et il y a quelqu'un qui nous explique ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se faire une idée par nous-mêmes de l'image qu'on est en train de voir. Il y a un commentaire qui nous indique comment on doit penser et voir la chose. C'est remplacer finalement le talent par la notoriété comme valeur de référence. C'est ça pour moi le grand crime, le grand péché, et ce qui, à un moment donné, est moteur de décadence sociale à travers le monde médiatique. Et le côté positif, je voulais dire que des gens inconnus il y a des 15 jours, simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans un loft, sont devenus plus célèbres que des chanteurs et des acteurs. Mais en même temps, la télévision, c'est ça. C'est-à-dire que la télévision, c'est pas le territoire du talent ou de l'art ou de la création. Ça ne l'est plus, en tout cas. Maintenant, ça n'est que le territoire de la notoriété. Et c'est là où, finalement, quand je disais la phrase de Cocteau, un mensonge qui dit la vérité. Finalement, cette télé-là nous a dit enfin la vérité sur la télévision. Et ça, finalement, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on a appris sur nous-mêmes, parce qu'on est tous responsables. On a les télévisions qu'on mérite, on a les gouvernements qu'on mérite. Faut pas dire vous, faut dire nous. Et on a tous appris finalement qu'on avait basculé quelque part et qu'on n'était plus vraiment forcément à la recherche de l'art, du talent, mais qu'on était finalement avec la télévision dans une relation avec la notoriété, et que cette relation n'était pas forcément une bonne chose pour notre propre développement intellectuel. Mais alors, justement, quand on regarde la télé, qu'est-ce qu'on attend à la télé-réalité du tous? Quel est notre rêve secret? C'est de voir la jeunesse foutre un coup de boule à Castaldi. On attend le clash. Vous parlez de l'animateur de l'émission. Oui, voilà, ou Castaldi ou un autre. On attend que ça pète. On se dit, c'est pas possible. Ils peuvent pas aller si loin dans la servilité absolue. On veut qu'ils cassent tout, qu'ils cassent les caméras. On attend de la jeunesse le minimum de rébellion et de désobéissance. Et qu'est-ce qu'on a? On a un mythe qui plaît peut-être à certaines catégories complètement désabusées des jeunes, c'est le mythe d'une jeunesse totalement larbine, qui est prête à pincer les fesses de son voisin pour 3 000 € de plus dans la cagnotte, avec une voix, la voix de Dieu, qui donne des ordres et des instructions. Ce mythe de la jeunesse totalement servile, qui n'est pas fauteuse de troubles, qui se soumet, une jeunesse bini-oui-oui, c'est un mythe qui entre en connexion avec la politique d'aujourd'hui. La télé-réalité, c'est la matrice politique de la jeunesse de demain. Pour aller plus loin et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par madame aussi, si vous voulez, comment s'opère cette manipulation de la conscience? Elle s'opère très simplement parce que, effectivement, on présente à la jeunesse l'image qu'elle doit avoir d'elle-même et du monde, en fait. Et donc, on inverse finalement, on écrase toutes les valeurs et on explique finalement que c'est aux jeunes, finalement, qu'il va falloir qu'ils soient individualistes, qu'ils soient plus solidaires, etc. Mais la magie s'opère par le simulacre,
présenté comme étant la réalité. C'est grave les mots. Quand vous prenez des gens, que vous les mettez dans un bocal, hein, ou dans une cage comme ça, et que, comme vous disiez, monsieur, on n'est pas dans la réalité. Quand vous prenez un rat que dans un laboratoire, vous mettez dans une cage, il ne se comporte plus comme il se comporterait dans la réalité. Et c'est pareil avec des gens. Or, on vous présente ce comportement de ces gens-là dans ce bocal comme étant la réalité, parce qu'on vous dit c'est de la télé-réalité. Et c'est dans cette manœuvre subliminale... On pourrait appeler ça de la télé expérimentale, d'après vous? On pourrait appeler ça de toutes les manières que vous voulez, mais pas réalité. Déjà, que la télévision n'est pas ce qu'on y voit n'est pas la réalité, mais n'est que manipulation. Là, en plus de ça, on arrive maintenant, ça n'était pas le cas du temps de Pierre Bellemare et de tous les pionniers qui ont inventé la télévision au départ. C'est un objet magique qu'on allait pouvoir créer, etc. Oui. Maintenant, c'est devenu clairement un territoire répressif, un territoire où on essaie finalement de manipuler les consciences et de créer un monde qu'on va pouvoir manipuler de toutes les manières, de manière politique, par l'argent, etc. etc. Je vais parler de décrire le vice, l'horreur, et tout ça est dans la littérature, c'est dans le cinéma, c'est dans les livres. Donc, ce n'est pas ça qui a fait le succès de la télé-réalité. C'est trois choses. Non, mais c'est trois choses qui ont fait le succès de la télé-réalité, tout simplement. C'est que la télévision, c'est un lieu où on nous montre quelque chose. Alors, il y a un train-train, puis tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau. Ce truc qui est nouveau, tout le monde va le regarder parce que c'est nouveau. Et puis, quand ce truc arrive, il y a trois choses qui apparaissent. D'abord, l'idée que demain, peut-être que celui qui regarde peut se trouver à la télé, donc peut acquérir une notoriété. Et c'est cette notoriété qui devient la valeur de référence. Deuxième chose, l'interactivité. Car là, on se retrouve comme au jeu du cirque, à faire comme ça ou comme ça avec le pouce, et on décide, on rentre dans la télé, on a une interaction avec la télé, et quand on est chez soi, on peut décider que lui va revenir, etc. Et donc on existe. C'est le fameux téléphone qu'a inauguré Pierre Bellemare à l'époque pour venir en aide aux gens. Et en même temps, et la troisième chose, c'est que ces émissions, bon, eux ont été vraiment des pionniers, mais on a testé beaucoup de choses sur eux, et après on les a optimisées. Et toutes ces émissions sont de plus en plus scénarisées par des gens qui se disent, si on met lui, on dresse lui contre l'autre, etc., ça va faire... Et finalement, c'est des romans photos et on veut connaître la fin, parce que quand on a vu le début d'une histoire, on veut connaître la fin. Et ça agit exactement comme une drogue cathodique. Et oui, madame, il est intolérable que le service public n'ait pas su, à un moment donné, pas simplement dans les émissions de télé-réalité, mais dans toutes les émissions, tolérer plus longtemps cette imposture qui consiste à faire croire qu'un spectacle est la réalité. En plus, dans ce spectacle, faire jouer des gens dont ça n'est pas le métier, au détriment de ceux dont c'est le métier qui ne peuvent plus jouer et qui ne peuvent plus avoir un accès au droit, d'utiliser l'argent public, etc. Vous parlez parce que c'est en quoi c'est le service public qui a fait ça? Non, le service public, le CSA, les organismes. Mais le service public, c'est plutôt auto-limité et même... Dans le service public, il y a aussi des émissions qui ne sont pas de télé-réalité, où on met la notoriété au-dessus du talent. Et on met par exemple deux crétins cathodiques à qui on donne le droit d'insulter, par exemple, des romanciers, des gens qui ont travaillé. Et on oublie que la critique est aisée, que l'art est difficile, et on ne respecte même plus la personne humaine. Et tout ça, ça se passe sur la chaîne publique. Il y a une dérive, parce qu'effectivement, il y a utilisation du pouvoir médiatique comme instrument répressif pour modeler les consciences. Et c'est pas simplement le pouvoir médiatique aujourd'hui. C'est le pouvoir bancaire, le pouvoir politique, etc. Et tout ça est un programme qui est conçu pour vider les consciences et pour manipuler les gens. Mais tous ces pouvoirs, et là je vous rejoins, tous ces pouvoirs vont tomber. La dictature bancaire, les banques, c'est fini, c'est collapsé. La dictature médiatique, c'est collapsé par Internet. Et le monde va changer. Mais la télé-réalité nous a appris quelque chose. Elle nous a appris ce qu'était la télé. Ce qu'était devenu la télé. La télé-réalité, c'est une situation artificielle. Oui. Elle n'a de sens que si on prend des individus, on les met sur une île, c'est une situation de crise en général, de stress, privation de sommeil et alcool. C'est ça le cocktail gagnant pour l'île de la tentation et tout ça. Privation de sommeil, alcool. Ça donne des nanas qui sont prêtes à tout, qui sont hagards, qui disent au confessionnal, au début on les met en plein soleil, on leur fait des confessionnals de 2 heures avant d'avoir la phrase qu'on attend. Et puis à la fin, la pauvre nana, elle comprend ce qu'on attend et en bout de 3 minutes, elle crache ce qu'on attend d'elle. Donc on fausse la réalité, c'est une mascarade totale. C'est surtout des canevas, c'est surtout un canevas cliché, c'est ça, c'était vraiment un canevas cliché, on sait très bien
que l'on veut et des clichés les montrer plus réactionnaires. Oui, mais bien sûr. L'arabe de service, la bombe de service, chacun a son identité à signer, on n'en change pas, on n'évolue pas. C'est absolument abject. Au niveau du Vous êtes casting, très réactionnaire de cette heure, j'ai l'impression en tout cas. Oui, c'est très réactionnaire. C'est une télé Vous réactionnaire. êtes très réactionnaire, j'ai l'impression, vis-à-vis de ce sujet. Depuis tout à l'heure, je vous entends parler du sujet, mais d'une manière super violente. Vous avez l'air complètement euphorisé, comme c'est le sujet de votre vie, en fait. Vous êtes toute votre vie, vous êtes battu contre ça. Il a raison, mais un tel taux d'énervement sur un sujet si pourtant si anodin. Quand vous entendez Solaire dire Kenza, elle a un minois d'écrivain, on a du mal à en décolérer. C'est-à-dire l'écriture, la littérature Solaire, c'est quand même éditeur chez Gallimard. Kenza, je l'aime beaucoup, elle a un minois d'écrivain. Mais à l'époque, vous n'oubliez pas la fascination qu'exerçait. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont démissionné avec la télé. Pourquoi? C'est pour ça que c'est très important dans le débat public. Très très important. L'intelligence, c'est aussi résister. Mais il y a un moment donné... Mais tu résistes en regardant autre chose, tout simplement. Non, quand tu rentres le soir du boulot, tu regardes la télé. Michel, moi, j'ai jeté ma télé. Tu vois, aujourd'hui, il y a pire que la télé-réalité. Il y a le journal de 20 heures. Il n'y a que des innocents ici, il n'y a pas de base militaire. Que cherchent les Américains en Afghanistan? La cachette d'Oussama Ben Laden? Il n'est pas ici. Pourquoi nous a-t-on bombardés? Environ 200 personnes ici sont mortes. L'Amérique nous demande de livrer Ben Laden, mais vous savez, en Afghanistan, nous sommes tous Oussama Ben Laden. Les pillages se multiplient comme dans ce dépôt de farine et de sucre. Il faut les empêcher de prendre la nourriture. Oui, on a l'autorisation. Les Britanniques nous ont dit qu'on pouvait se servir. Aujourd'hui, pour séduire les jeunes, l'armée a une nouvelle arme de propagande, un jeu vidéo. Le joueur se glisse dans la peau virtuelle d'un soldat américain. Ce jeu a coûté 7 millions de dollars à l'état-major, mais il est offert gratuitement sur le site internet de l'armée. J'ai envie de jouer quand je regarde le journal de TF1 le soir et que je vois la guerre. Je vois la guerre en Irak. Et sincèrement, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai très envie de les aider quand je les vois comme ça. Signalons tout d'abord que l'armée irakienne a capturé une dizaine de soldats américains, le Pentagone l'a confirmé et la chaîne Al Jazeera a diffusé des images de ces prisonniers, images que les autorités américaines ont refusé de montrer avant que les familles ne soient informées et pour lesquelles, vous le voyez, nous avons tenu à masquer le visage des militaires aux mains des Irakiens conformément à la Convention de Genève. Nous vous les présentons en dissimulant leur visage conformément à la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Ils ont été capturés ou se sont rendus d'eux-mêmes. Leur visage ne trahit aucune fatigue. Ces 250 hommes ont à peine eu le temps de se battre, de défendre la ville d'Umka. Nous venons de recevoir les images de cette première attaque terroriste contre les forces américaines au Koweït. Une attaque à la grenade lancée, je vous le rappelle, sur une tente. Le suspect de confession arabe a été arrêté. Il a finalement avoué. Un suspect est arrêté. C'est un soldat américain, membre de la division. Donc un soldat américain de confession musulmane et non pas de confession arabe, comme je l'ai dit par erreur. C'est presque comme une action de jeu. On fait beaucoup de comparaisons avec le football. Saddam Hussein peut bien espérer disputer un nouveau round de fausses concessions, de fausses transparences. Pas de doute, il va vouloir jouer une prolongation. Mais la partie est finie. Cette fois-ci, le conflit se déroule pratiquement en direct, à la manière, si je puis me permettre, d'un match de football. On en a tué pas mal près du pont, à Bassora. On a eu notre part, on a été bien servis.
Merci Bill. Laissons les Français siroter leur vin pendant qu'on fait le boulot de nettoyage. Après ça, il faut pas qu'ils se demandent pourquoi on les déteste autant. Le Daily Mail, lui, traite Jacques Chirac de Pimp of Paris, le maquereau de Paris. Les Français ont perdu la Deuxième Guerre mondiale en à peu près 20 minutes. Si les Américains ont le droit d'être contre la guerre en Irak, pas les Français. C'est à nous qu'ils doivent cette indépendance avec laquelle ils nous narguent à l'ONU. Les Français sont, 53% avec nous, c'est bon, mais 33% avec l'Irak. Mais c'est incompréhensible, c'est terrible. Si on peut faire ne serait-ce qu'une toute petite chose, une chose spéciale, comme ne pas acheter du vin français ou allemand, parce qu'ils ne nous soutiennent pas, si on peut faire ça, ce serait une manière de dire à nos gars, on est derrière vous à 100%. Si vous n'aimez pas l'Amérique, j'ai la solution. Dites adieu à ce pays et surtout, dites au revoir à ça. Demande à Jacques Chirac s'il veut répondre à de nouvelles questions de la presse française. C'est vous le patron, lui répond-il. Ah bon, c'est moi le patron, alors allons manger. Tout est dit. La guerre sans images, a-t-on dit, pour parler des frappes américaines en Afghanistan. Pourtant, mercredi, dans son journal de la nuit, France 2 nous montre enfin à quoi ressemblent les combats. Voici les premières images de combat entre l'Alliance du Nord et les talibans sur le front nord-est de l'Afghanistan. Jeudi, la plupart des chaînes emboîtent le pas et toutes sont d'accord, ce sont les premières images du front. Des accrochages assez violents se seraient déroulés autour de Kunduz, qui est une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons. Pendant ce temps, les combats continuent entre talibans et opposition afghane. Dans ce journal, nous verrons aussi ces premières images de combat au sol entre les talibans et l'Alliance du Nord. Premières images d'une offensive de l'Alliance du Nord. Ces scènes de combat, filmées hier par une télévision libanaise, sont les premières images des affrontements qui opposent l'opposition afghane aux talibans. Seulement voilà, ces images n'ont pas été tournées cette semaine. L'équipe du zapping de Canal+ constate qu'elles sont en fait issues d'un documentaire diffusé sur Arte en août 2000. Pour preuve, ces images où il évite de justesse les trajectoires meurtrières de 2 roquettes antipersonnelles. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document. Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire, car je sais à quel point nous sommes bons. La preuve ? Je demande à chaque enfant vivant aux États-Unis de gagner et de donner $1 qui sera utilisé pour nourrir et soigner les enfants d'Afghanistan. Et puis les largages de rations alimentaires continuent parallèlement. Le 1 000e paquet avec crackers au beurre de cacahuètes et garantie sans porc ni bœuf a été lâché. Une voyage cérémonial était organisé pour l'occasion sur une base américaine en Allemagne. Seulement voilà, les stratèges américains viennent de se rendre compte que les rations alimentaires larguées et les mini-munitions contenues dans les bombes à fragmentation sont de la même couleur, le jaune. Environ 10% d'entre elles touchent le sol sans exploser, présentant comme les mines un danger pour les populations civiles. Hier soir, le chef d'état-major interarmé a jugé, je cite, « malheureux que ces bombes soient de la même couleur que les paquets alimentaires ». Du coup, pour tenter de clarifier les choses, les Américains ont décidé de larguer des tracts expliquant pourquoi il ne faut pas toucher les uns et pourquoi on peut s'approcher des autres. Regardez bien en bas de l'écran. Fox News donne chaque jour le taux de risque d'attentat comme nous donnons le risque de pollution. Aujourd'hui, niveau 3, risque élevé. Au milieu du chaos, discrètement, un seul ministère reste debout, celui du pétrole.
Depuis la chute de Bagdad, c'est le seul bâtiment public à être protégé par une armada de chars américains. Les États-Unis qui préparent déjà la reconstruction, l'armée américaine a attribué un contrat très important au groupe Halliburton, qui avait été dirigé par Dick Cheney, l'actuel vice-président. En 1989, George Bush Jr. siégeait au conseil de direction du groupe Carlyle, poste qu'il conservera jusqu'en 1994 sans jamais déclarer ses revenus. Cette gigantesque entreprise travaille surtout avec le secteur de la défense, missiles, avions, chars, 16 milliards de dollars d'actifs. George Bush père est toujours un des piliers de Carlyle. Le conseil d'administration est constitué d'un réseau d'hommes de pouvoir de premier plan capables d'influer sur tous les décideurs politiques. Chacun des partenaires détient un capital de 200 millions de dollars. Le groupe Carlyle est dirigé par Frank Carlucci, ancien directeur adjoint de la CIA et ministre de la Défense de Reagan. Au lendemain de son élection, George Bush Jr. signait avec le groupe Carlyle un contrat d'armement de 12 milliards de dollars portant sur un nouveau système d'artillerie contre l'avis de tous les experts du Pentagone qui le jugeaient totalement inadapté. L'attention, l'humanité avec lesquelles sont préparées les cibles militaires sont très importantes. Un hélicoptère Apache a ajusté son tir, la roquette est partie, sa femme, ses fils, ses frères, sa mère, 15 corps aujourd'hui, sans vie, qu'il emmène lui-même à la morgue. Saddam Hussein était là depuis 30 ans. Je suis là depuis 3 jours. 3 jours. Mais je vous le demande, combien de gens ont été tués dans cette guerre? Trop? Oui, trop. Et maintenant, on n'a plus rien. Il ne nous reste rien. Vous êtes libre? Et alors, si on est libre, mais que c'est tout ce qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette liberté? C'est tout ce qu'on a. Mais c'est déjà beaucoup.